Mélie et Mélo et on se retrouve pour vous faire une comparaison sur Outsphere, le tome 1 de Guy Roger Duvert, qu'on a lu dans le cadre du PLIP 2022. C'est une lecture SF, plutôt bonne lecture, très bonne découverte. C'est de la SF accessible, vraiment très très accessible et ça se lit très très bien. Mais on va en parler un peu plus en détail. J'ai plein de choses à en dire. J'ai vraiment plein de choses à en dire. La première, c'est qu'on lit assez peu de SF. Donc c'est peut-être même la première chronique de SF qu'on fait sur cette chaîne. Je serais pas étonnée. Alors j'ai déjà parlé de SF en présentation. Ouais, les nuages de Magellan, j'ai fait aussi. À deux, on a peut-être pas à deux. Ouais. Mais sinon oui, t'as déjà parlé, et moi aussi je pense de des fleurs pour Algernon, c'est de la SF. Oui, oui. Alors, je vais modifier ce que j'ai dit. On traite assez peu de romans comme celui-ci où il est question d'espace. Enfin, l'espace là-haut, quoi. Et de colonisation. Parce que très clairement, c'est de la colonisation. Ce qui apporte plein de problématiques qui se sont posées pour moi. Et donc du coup, Outsphere c'est quoi? C'est l'humanité, enfin une partie de l'humanité qui est montée dans un vaisseau avec des caissons cryogéniques parce que c'est la merde sur Terre et voilà, ils veulent préserver l'humanité et ils vont coloniser Eden et y construire sous un globe Outsphere et puis voilà, essayer de découvrir ce que c'est cette planète, qu'est-ce qu'elle réserve, est-ce que l'air est respirable, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants avec une intelligence, voilà, ouais, avec une intelligence élevée. Et voilà, donc il va y avoir de l'exploration, de la survie, et ça c'est ce qui m'intriguait beaucoup. Et ma curiosité a été largement assouvie. Très clairement, c'est un des gros points forts de ce roman. Enfin, le gros point fort, c'est le fait qu'il soit abordable. Là-dessus, Mélo a totalement raison. Moi, j'ai toujours un peu de mal à me lancer dans la SF parce que j'ai cet a priori de me dire que ça se trouve, je vais rien comprendre. Ça se trouve, il va y avoir des tas d'explications pendant des pages de descriptions de machines, de trucs, de machins qui m'intéressent absolument pas. Là, c'est pas du tout le cas. On va suivre de loin, pas de loin, mais un peu comme si on regardait du dessus une ville qui se construisait. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment s'attacher à des personnages. Ils sont assez nombreux. Très nombreux même. Avec des noms, personnellement j'ai pas retenu forcément les noms et pas forcément les caractéristiques à quel personnage, mais c'était pas gênant. Ouais. Parce que moi je voyais ça d'un point de vue global, d'un point de vue collectif, et je voyais, c'était plus l'évolution, plus que être attaché à un personnage et vibrer avec lui. Et après c'est pas plus mal parce qu'ils vont pas tous survivre. Hein, moi je me suis attachée, non. Il y en a quelques-uns où je savais quand on allait tomber sur eux, le passage allait vraiment plus me plaire que pour d'autres par exemple. On va suivre majoritairement une communauté de chercheurs scientifiques et militaires. Quelques rares passages avec des civils, vraiment trop rares à mon goût. Donc ce qu'on sait aussi, puisqu'on a quelques chiffres, il y a 50 000 personnes dans ce vaisseau, enfin 50 000 civils, sachant qu'ils décident de laisser 20% dans le vaisseau au cas où finalement ça marcherait pas et ce seraient les derniers humains, voilà. Et donc on libère 80% des gens. Une des questions que je me suis posée, comme c'est assez peu abordé le côté civil en fait, c'est comment ça fonctionne en fait, enfin juste voilà la vie là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font pousser, est-ce qu'ils ont réussi, où est-ce qu'ils font ça, sachant qu'ils vivent sous un globe pour limiter pendant le temps des recherches tout risque de contamination, d'air irrespirable, de virus, d'allergie, de mort potentiellement agressive. Comment ils font en fait, parce que forcément ils font des recherches sur je sais pas, des légumes qu'ils essaient de faire pousser ou des choses comme ça, et il y a aussi une petite partie à la fin de l'histoire qui se passe en dehors d'Outsphere avec un certain nombre de colons. Et là voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur leur vie quotidienne en fait, la vie quotidienne en tant que civil, parce qu'en tant que chercheur on a bien compris ce qu'ils font de leur journée, on assiste à pas mal d'explorations et ça c'est incroyablement cool, mais en tant que civil. Oui, et d'ailleurs un truc qui manquait aussi à propos des civils, c'est qu'on n'a pas leur ressenti. On se doute qu'ils ont choisi ça pour survivre, ils ont choisi de partir et ils se sont doutés qu'il allait y avoir des sacrifices, mais ils partent quand même d'un monde moderne avec l'eau courante, l'électricité, avec internet et tout, et ils arrivent sur une planète où à un moment donné il y en a qui vivent sans électricité et c'est un peu un retour au Moyen-Âge avec quand même un peu plus de connaissances, mais en termes de en termes de vie courante, il y a quand même un beau downgrade de fait et ça a l'air de passer tout seul, alors que bon, même si t'es au courant et que tu le sais, ça doit pas être facile quoi. Ouais. De la même façon, on va rester sur l'axe des civils pour l'instant. Pour l'instant, l'installation est gérée par les militaires. Bon, c'est géré par les militaires parce que c'est eux qui sont armés pour protéger les civils, c'est eux qui ont reçu le meilleur entraînement, ils sont bons pour encadrer, voilà, bien, c'est choisi comme ça. Il y a une représentante des civils auprès des militaires qui est censée faire porte-parole.
cette femme, elle a un background de politicienne, très admirée, blablabla. Elle a le charisme concrètement pour diriger les foules, mais le leadership quoi. Mais pas les connaissances sociologiques, historiques et tout pour mettre en place un système juridique, politique tout, qui ne soit pas militaire. Parce que là, on sent bien qu'une des craintes, et d'ailleurs ça va être un sujet au niveau de cette installation, c'est comment est géré le pouvoir, parce que là on est dans un état totalitaire, militaire, dictature. Ils ont peur de perdre la démocratie, mais d'un autre côté, il faut pas répéter les erreurs qu'ils ont commises sur Terre et qui a couru à la perte de l'humanité au final. Donc en fait, moi un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils ont passé des mois, et ça c'est dit par contre, des mois, des années à préparer ce voyage, à préparer les vaisseaux. T'as des tas de chercheurs avec une liste de diplômes longue comme le bras, c'est tous des doctorats en plus, donc et il y en a certains, ils sont jeunes en plus, ils sont assez jeunes. Ils sont dans plusieurs domaines qui n'ont rien à voir. Bon, c'est très cool, c'est des gens très intelligents. C'est top, c'est la crème de l'humanité. Dans des domaines scientifiques, où sont les sociologues, les philosophes, où est la littérature, où est la partie vraiment qui fait l'humain en fait Est-ce que pendant toute leur préparation sur Terre, ils n'avaient pas le temps d'étudier les différents systèmes politiques du monde et des ères avant nous pour déterminer quelle est celle qui... Comment peut-être même choisir, on va commencer par faire ça et puis au bout de 10 ans on passera petit à petit par là parce qu'on a vu que, je sais pas moi, des vraies études sur le sujet, ça me paraît quand même un tout petit peu essentiel quand on décide de faire vivre 50 000 personnes ensemble, même si 50 000 ça reste une petite ville. Et du coup, il n'y a pas non plus le domaine de l'art ou quoi que ce soit. Bon après, ça m'a pas gêné puisque j'étais plus sur la survie. Le truc primordial à l'arrivée, c'est la survie. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un tome 2 et un tome 3 qui sont déjà sortis. Je les ai lus. Donc du coup, par exemple, pour la partie tout ce qui est bétail et tout ce qui est agriculture, c'est mentionné dans des tomes suivants. Oui, mais du coup, j'aurais bien aimé avoir juste, en 2-3 lignes, machin sort de son champ de carottes. Je sais pas, moi, n'importe quoi. Par contre, pour l'art, c'est mentionné dans le premier tome. C'est-à-dire qu'il y a un moment, parce que il y a des populations intelligentes qui arrivent à la rencontre de ces terriens, il y a énormément de choses qui se passent, d'éléments perturbateurs, beaucoup de péripéties. Beaucoup de péripéties, et notamment l'arrivée d'une autre espèce intelligente proche de l'humain, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment super intéressant, je vais vous laisser découvrir ça, mais qui s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il met des couleurs sur une feuille blanche. Parce qu'il aime ça, mon ami. Donc voilà, c'est mentionné, disons que au moment où on s'intéresse à qu'est-ce qui fait la différence entre nos humains terriens qui viennent sur Eden et d'autres qui viennent à leur rencontre, quelle est cette différence? Il est question de l'art. Dans la diversité de l'univers et tout, il y a les humains, il y a d'autres plus ou moins humains qui arrivent un peu après les terriens d'Outsphère. Ça va créer un premier problème, mais il y a aussi déjà sur la planète une forme de civilisation. Et après on découvre des ruines qui sont la trace d'autres civilisations encore. Donc c'est vraiment... Deux autres encore. Ouais, deux autres. C'est vraiment très fouillé. Très très diversifié. En plus, il y a évidemment des animaux dangereux ou moins dangereux, et il y a beaucoup de mystères. Et les humains ont vraiment beaucoup de choses à gérer dans les premières étapes de leur arrivée, et ça part dans tous les sens. Même parmi les colons, on sent bien la distinction entre chercheurs militaires et civils. Plus à un moment donné, donc ces colons, certains vont aller s'installer en dehors d'Outsphère, et ça va encore créer une espèce de caste, d'autres différences, plus encore d'autres qui... Et c'est hyper enrichissant, c'est super bien fait, c'est très bien proposé, très intéressant et très cool. Ouais, donc du coup il n'y avait pas forcément la place pour parler de toutes les problématiques, parce que sinon ça aurait fait vraiment quelque chose de très chargé. Et là, la lecture est quand même assez facile, c'est accessible, on ne s'appesantit pas pendant des paragraphes et des paragraphes sur des explications scientifiques, sans pour autant que ce soit dénué de sens et de côté scientifique. Mais c'est vrai que du coup pour de la SF c'est vraiment... je m'attendais à quelque chose de compliqué, en fait pas du tout, c'est très agréable à lire. La plume est plutôt facile à lire. C'est pas de la grande littérature, mais ça se lit vraiment très bien, et le vocabulaire est là. Et... Ouais. Il y a une particularité quand même, c'est toi qui me l'as dit. L'auteur écrit des scénarios, c'est ça hein? Ouais, il travaille dans le milieu du cinéma, il fait un peu plein de choses, mais il écrit des scénarios, et clairement ça se sent. C'est un mix entre un scénario et un roman. Ouais. Je pense, alors ce serait enfin, je vais pas vous citer tous les exemples que j'ai relevés. Déjà, il y a plusieurs petites choses. Dans la narration, notamment, le fait qu'il n'y ait pas de description super longue, on sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude du visuel. Voilà, c'est visuel ou ça ne l'est pas. Il y en a suffisamment pour qu'on comprenne, suffisamment pour qu'on soit embarqué, mais c'est vrai qu'il ne faut pas chercher là des descriptions de personnages, des descriptions de lieux, des descriptions de la vie. Enfin voilà, ça, il n'y a pas besoin normalement.
Parfois dans la narration il y a des points d'exclamation qui surgissent d'un coup comme ça au milieu d'un paragraphe. Bon ok, ça fait effet de style, mais quand on est habitué à une littérature classique, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la dernière chose, et là pour moi ça a été une très grosse problématique, vraiment quelque chose qui m'a... Je vais pas dire qu'il m'a gênée, mais à chaque fois ça me mettait un petit blocage à chaque fois que je rencontrais ça, et c'est arrivé extrêmement souvent. Il n'est jamais question du temps qui passe, c'est jamais explicité. Enfin si, il en est question très souvent, mais ce n'est jamais explicité et ce n'est jamais précis. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai surligné, on a compris qu'il était temps de... D'accord, temps depuis quand? Temps depuis quoi? Pourquoi? On a réussi à faire ça On a réussi à faire ça rapidement. Rapidement par rapport à quoi? En combien de temps? Pourquoi? Ces gens-là sont arrivés peu de temps après nous. C'est quoi peu de temps? C'est une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois? Surtout qu'à l'échelle d'une civilisation qui s'installe et qui se crée, 2 jours, c'est 1 seconde. Enfin, cette échelle, si vous voulez, notre échelle à nous, en tant qu'humains installés sur Terre dans une civilisation moderne, surtout avec l'instantanéité des communications, rapide, c'est 3 secondes. C'est ça, rapide maintenant. C'est 30 secondes, même pas. On est arrivé peu de temps avant Mélo. Ça veut dire que je suis arrivée au restaurant 10 minutes avant elle, quoi. C'est tout. Là, on n'est pas du tout à la même échelle, et le fait qu'il n'y ait aucune précision, alors qu'on parle quand même d'activités de recherche scientifique, d'activités de recherche médicale, d'activités d'exploration, c'est-à-dire qu'à un moment quand même, on a un militaire qui presse un chercheur en mode non, il faut y aller, on va manquer de vivres. Mais on a l'impression que t'es resté 2 heures, en fait. Si tu manques de vivres, c'est que t'es resté 3 jours. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça, qui mis bout à bout, je me dis c'est tellement dommage. Et c'est peut-être aussi l'effet scénario, parce que quand on est dans un film, on coupe, on rallume, on a changé de plan, on a changé de temps. Mais là, vraiment, moi ça m'a beaucoup manqué. Là où je suis pas d'accord, c'est que moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je sentais le temps sans qu'il ait besoin de préciser une quantité exacte. Je sentais que c'était plus des jours, des mois ou des semaines. C'était suffisamment bien expliqué. Enfin, je veux dire, la façon dont c'était écrit, je le comprenais, j'avais pas besoin de chiffres exacts. Et s'il avait mis des chiffres exacts tout le temps, bon, un petit peu ça aurait été, mais s'il en avait mis tout le temps, ça aurait été trop. Il aurait fallu réfléchir, se dire bon du coup là on est tel jour, donc il s'est passé calculer combien de jours il s'est passé. Si tu indiques en mode journal, tu vois. J'en attendais pas tant. Je voulais pas ce level de précision. Mais par exemple, au moment où les humains qui arrivent après, arrivent, juste une phrase qui dit 6 mois après notre installation, vous pointez d'où vous venez. Je veux dire, en plus ils en parlent en fait, mais vous êtes partis combien de temps après nous? Pourquoi vous arrivez si vite? Il y a cette notion-là de voyage dans le temps. Hein. Ça y est. Alors pourquoi à l'arrivée on nous dit pas nous ça fait déjà 3 mois qu'on est là, donc les couilles laissez-nous. Alors après aussi il a peut-être pas eu envie de s'embêter parce que alors je sais pas c'est dans quel tome qu'il explique ça, mais le temps en termes d'années, le nombre de jours dans une année, c'est pas le même que sur Terre, puisqu'on ne tourne pas autour du même soleil. Donc du coup, il a peut-être pas eu envie de s'embrouiller, de devoir préciser. Du coup, il utilise le temps d'Éden ou il utilise le temps terrien, il utilise quel temps, tout. Ce qui est logique, mais du coup, ça pour le coup, c'est un truc auquel j'ai pas du tout pensé. Mais c'est super important parce que du coup, leur journée avec la lumière, parce que surtout s'ils n'ont pas l'électricité, leur journée avec la lumière. Ah, on sait pas combien de temps. Ça dure combien de temps? Les gens ils dorment quand et ils mangent à quelle heure? C'est des trucs tout bêtes, mais pour moi, tu crées un nouveau monde, faut pas forcément t'embêter effectivement à la précision de l'heure près, mais juste ces petites choses, qu'est-ce qui apparaît comme rapide en fait pour eux, dans ce contexte-là. Pour moi, c'est des choses qui vraiment valaient le coup et qui m'ont beaucoup manqué. Et on a beaucoup entendu parler de ça. Mais bon, moi, je l'ai senti le temps, je le sentais, ça, je comprenais du coup, mais bon, chacun son ressenti. Autre petit manque de précision de mon point de vue, un manque, j'ai vraiment laissé échapper quelque chose que j'ai pas vu. On vous a parlé de la diversité de l'univers, on vous a pas parlé de la diversité des personnages. Ils viennent de toutes les nationalités possibles et imaginables sur Terre, c'est précisé d'ailleurs avec des caractéristiques physiques. Moi il y a une chose qui m'a manqué, c'est à aucun moment il est précisé quelle langue parlent les gens entre eux. C'est très con. Je suis pas naïve, j'imagine que c'est de l'anglais, c'est quand même la langue de la communauté scientifique. C'est précisé plus tard qu'il parle anglais dans d'autres tomes. Mais dans le premier, c'est pas précisé. Maintenant, je me sens obligée de poser la question parce qu'à chaque fois qu'on a une problématique de langue dans les romans, je le dis. Donc je le dis ici aussi. Juste un petit mot en mode on échange dans la langue classique de l'anglais. Ça prenait une ligne au début du roman. Je pense que c'était pas trop compliqué à faire, quoi. Et j'en profite parce qu'on parlait de diversité. Il y a juste un truc que j'ai trouvé peut-être un petit peu moyen, enfin c'est compliqué.
Il y a un personnage qui est visiblement d'origine asiatique, il s'appelle Zhen Cheng, je ne sais plus d'où il vient exactement mais c'est précisé. Et en fait, il ne peut pas s'empêcher de faire une phrase sans mettre une espèce de petite phrase zen ou de petite morale. Enfin, vous voyez le genre. Genre c'est une baguette. Une baguette se casse facilement, 10 baguettes ensemble sont dures comme fer. Sauf que c'est ça tout le temps, à chaque fois qu'il prend la parole. Et alors, là où je suis un peu mitigée, c'est qu'il me semble qu'au moment où on introduit ce personnage, il y a un petit mot de l'auteur qui dit, si j'ai bien compris, qu'il fait ça lui-même justement pour éviter que ça se transforme en cliché contre lui. Sauf que, comme le personnage le fait mais tout le temps, j'ai eu beaucoup de mal à pas le voir comme un cliché. Franchement, je veux dire, au bout d'un moment, ça faisait un peu trop, voilà. Pour en revenir encore une fois sur l'accessibilité et le côté vraiment dynamique de la lecture, les chapitres sont très courts et je trouvais la plume, comme elle est un peu scénaristique, la plume elle est concise et rapide, enfin vraiment elle va à l'essentiel, mais en même temps on a quand même, visuellement on s'imagine quand même bien les choses et ça donne vraiment une lecture très très agréable, plutôt fluide, donc du coup les chapitres sont courts. Et on a vraiment une vraie alternance et comme il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments perturbateurs, bah on s'enchaîne très très vite et on a très très envie de lire les tomes suivants. À la fin du tome 1, il y a un petit cliffhanger pour le tome 2, on sent que c'est pas résolu, enfin t'es d'accord? Non. T'as pas envie d'arrêter ta lecture là, enfin... La colonisation n'est pas finie. Oui, voilà. On n'est pas arrivé au bout. Donc voilà, le tome 1 et le tome 2 forment un ensemble, je trouve. Et par contre, à la fin du tome 2, dans l'épilogue, on a une ouverture, un cliffhanger vers le tome 3. Mais on sent qu'on ferme un cycle et qu'on va en ouvrir un autre, en fait. Okay. Et à savoir aussi dans le tome 3, c'est pas le dernier tome, il y aura un 4e tome. Mais on peut s'arrêter au tome 3. Il y a un épilogue qui ouvre à nouveau un gros cliffhanger sur le tome 4. Mais on peut choisir de ne pas le lire. Il y a les remerciements de l'auteur et une note de l'auteur qui précise bien tout ça avant, parce que le tome 4 va pas être publié avant plusieurs années. Voilà. Ça a été un peu dur pour moi d'attendre, ça m'embête un peu parce que je pense que je vais tout oublier. Après c'est pas trop grave puisqu'on passe encore sur un autre cycle dans le tome 4 je pense. Donc c'est pas grave si j'ai tout oublié mais c'est un peu dommage quand même. Voilà. De mon côté, j'ai passé un moment assez agréable. Franchement, c'est une bonne lecture pour tous les points qu'on a surlignés plus tôt. Mais sur la fin, j'aurais pas dû le lire de la façon dont je l'ai lu. Je pense que j'ai été un peu vite parce que je voulais savoir le fin mot de l'histoire. Je voulais vraiment savoir, mais en même temps, je regrette d'avoir rushé ma lecture parce qu'à la fin, j'étais plus aussi attentive, quoi. J'avais envie de savoir et puis c'est tout. De la même façon, je me questionne sur le fait de lire ou pas le tome 2 parce que j'ai envie de savoir. Il y a tellement de problématiques et puis il y a un personnage que j'aimais bien et il se passe des trucs et voilà, j'ai envie de savoir la suite. Mais en même temps, je suis un peu bloquée par le fait que c'est très très bien, mais je sais que ça fera peut-être moins kiffer qu'un autre livre. Non, j'arrive pas à exprimer mon idée, c'est super compliqué. J'ai passé un super moment, le livre est top. Je suis sûre que c'est la même chose, parce que tu l'as lu, que c'est la même chose avec le tome 2. Mais en même temps, j'ai pas envie de retomber dans ce schéma où je vais pas savourer ma lecture parce que j'aurais trop envie de lire trop vite la suite. Non, je sais pas si c'est clair. Donc, si je lis la suite, c'est une possibilité, parce que j'ai passé un bon moment, j'essaierai de la lire plus tranquillement, quitte à le faire en parallèle d'une autre lecture, ou voilà, prendre mon temps, quoi, davantage. D'ailleurs, on avait dit du coup qu'on n'était pas très très attaché au personnage. Dans la suite, on s'attache quand même un peu plus à certains personnages, enfin dans les tomes suivants, à notamment Bowman et Fulton. Moi je les aimais déjà bien, on les aime bien, mais bon on se dit s'ils meurent, bon bah c'est la vie quoi. C'est pas facile tous les jours de coloniser une nouvelle planète et tout. Et dans le tome 3 on est encore plus attaché, voilà, parce que le cycle est fermé et du coup il y a moins de personnages par exemple dans le tome 3. Beaucoup moins de personnages, on est plus centré et il arrive de ces choses. Voilà. Point important, on l'a lu dans le cadre du PLIB, donc va-t-il faire partie de nos 5 finalistes ou pas? Je ne sais pas encore. De mon côté non plus, je ne sais pas. Disons que... En fait, pour l'instant, je me suis pas fixée déjà sur 5. En fait, j'en ai pas 5 que j'ai envie absolument de faire gagner. Oui. Pour l'instant, je suis à 3. On a 3 minimum. Donc du coup, disons que pour les autres, ça va vraiment jouer, je pense, à l'impression générale. Il m'en reste encore 5, 6 que j'aimerais lire avant de prendre ma décision. Moi 2, je crois.
Et encore, les lectures ne sont pas obligatoires. On est en train d'en lire un. Ouais. Là, il faut qu'on le finisse pour Ouais. les votes. Moi, je pense que je sais déjà que je voterai pas pour lui. Et il y en a un que je vais bientôt lire et l'autre, peut-être que je le lirai. Mais dans tous les cas, je pense pas que ça influencera Ouais. beaucoup mes votes. Mais bon, voilà. Moi, il me reste Nos jours brûlés, Biotaniste, Ouijigo, Les oubliés de Lama Fleur de co. et Fleur Fleur de d'encre. co. Voilà. Donc on en a 5. Voilà. Moi, il me reste les oubliés de Lama et peut-être Fleur de co. Mais... On verra. Au cas où. Donc voilà, on se réserve cette possibilité-là, c'était une bonne lecture, en tout cas à découvrir, ça c'est sûr, on recommande, voilà. Et on est, enfin, moi encore une fois, je trouve que c'est une chance de faire partie de ce jury parce que ça m'emmène vers des lectures que j'aurais pas découvert autrement, et je suis très très contente en fait de les faire, donc gros cœur sur le plié. Voilà. Et donc du coup, si vous aimez l'exploration, la découverte de nouvelles civilisations, des découvertes scientifiques et la survie, bah, n'hésitez pas parce que là, pour le coup, on est vraiment à fond là-dessus, quoi. Et donc comme d'habitude, on vous attend dans les commentaires, venez en discuter avec nous, nous dire ce que vous avez pensé de cette lecture si vous l'avez faite, si vous avez lu les tomes suivants, si vous attendez le 4e avec impatience, dites-nous tout. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.